fois de plus dans cette émission 30 minutes de vérité qui reçoit en ce jour l'excellence André Alain Atungu. Avec lui, nous allons parler sur le bilan, bien sûr positif, du chef de l'État, sans oublier qu'aujourd'hui nous sommes le 26 janvier 2017, jour pour jour, après presque 16 ans déjà que le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, a eu prêté serment devant le peuple pour le respect de la Constitution et des institutions de l'État qu'il est en train de respecter comme il se doit jusqu'à là. Alors avec lui, nous allons aussi parler sur l'accord du cité de l'EIA et l'accord du 31 décembre qui est déjà en cours, bien sûr, avec les arrangements politiques. Bonjour, monsieur Alain Atungu. Bonjour. Excellence, nous sommes avec vous en ce jour historique, le 26 janvier 2017. Le 26 janvier 2001, le président de la République avait prêté serment devant le peuple. Et je ne sais pas quelle est votre analyse, votre sentiment par rapport à ce jour. Je voudrais d'abord commencer par féliciter le chef de l'État pour le travail abattu, immense, en tout point de vue, à la tête de notre pays. Je voudrais aussi lui souhaiter bon anniversaire, parce que c'est quand même un anniversaire aussi important que celui de sa naissance. Bon anniversaire, et pour le reste, bonne chance, que Dieu puisse lui accorder la force physique et morale nécessaire pour continuer à conduire notre pays dans l'intérêt du peuple et de la démocratie. Cette journée nous permet non pas de faire un bilan matériel. Il a fait ceci grâce aux 5 chantiers, il a fait cela grâce à la révolution de la modernité, il a fait telle performance économique grâce à l'émergence. Non. Aujourd'hui, je voudrais faire un rapport, un bilan politique en fonction de son premier discours. Souvenez-vous que dans ces circonstances tragiques, le président de la République avait pris l'engagement solennel devant le peuple de se rendre partout où l'unité du peuple l'exigerait, l'unité de la nation, et de tout faire pour que ce pays, cette nation, soit une nation unie, soit un peuple uni. Eh bien, après 16 ans, force est de reconnaître à son honneur qu'il a tenu son serment, et Dieu sait dans quelles conditions, ce qui augmente d'autant son mérite. Le président de la République a dû d'abord se battre pour assurer l'unité physique et politique du pays à travers le dialogue congolais de Saint-Tite. Grâce à son sens de l'État et à l'amour de notre pays, eh bien, nous étions arrivés en ce moment-là, d'abord à avoir un gouvernement de 1+4, donc une gestion unique et nationale de notre pays, malgré les divergences, malgré la présence de plusieurs groupes armés. Après cette période de transition, il a obtenu la rédaction d'une constitution, n'est-ce pas? Il a mis notre pays sur les rails en lui donnant une forme normale d'un État où l'autorité de l'État s'exerce en tout point de vue, où il y a des normes qui guident la conduite des citoyens, des institutions et des responsables. C'est cela la Constitution de 2006. Bien, grâce à cette Constitution, nous avons eu nos premières élections démocratiques qu'il avait remportées haut la main. Et puis, malheureusement, il y a eu aussi des étapes où l'unité du pays, l'autorité de l'État était sérieusement ébranlée. Souvenez-vous de la période de Kunda, souvenez-vous de la période de M23, souvenez-vous
de quelques réminiscences de groupuscules à travers tout le pays et même dans la ville, comme les Katakata, les Bakatakatanga, etc. Et grâce à son amour immense pour ce pays, grâce à son abnégation, grâce à sa stratégie et à sa vision unitaire et unitariste de ce pays, le président de la République aujourd'hui a un bilan positif. Et lorsque vous ajoutez à cela le dialogue de deuxième élection, évidemment, les deuxièmes élections de 2011, malgré tout ce qui s'en est suivi, les tracasseries, on va dire, politiques de l'extérieur et de l'intérieur, il aboutit dans la même philosophie à organiser, à convoquer le dialogue inclusif qui a eu deux étapes, l'étape de la Cité de l'Union africaine, l'étape de la Cinco. Eh bien, on peut dire que vraiment le président de la République a sauvegardé le pays. Il a rempli le contrat, le serment que tous les chefs de l'État de notre pays ont réalisé, certains au risque de leur vie. C'est l'unité du pays, c'est le développement du pays, c'est ne jamais trahir notre pays en quoi que ce soit. Eh bien, pour toutes ces raisons, encore une fois, il faut féliciter le président de la République. Il faut que le peuple congolais se rende compte de la chance que nous avons eue de passer en toute sérénité à côté des précipices qui auraient pu nous entraîner dans des guerres fratricides et intestines qui n'auraient pas permis aujourd'hui de mettre en chantier, de mettre en exécution les 5 chantiers, d'évoluer à la révolution de la modernité, d'évoluer vers l'émergence et d'avoir un gouvernement d'union nationale comme nous l'avons aujourd'hui. Ok, monsieur Alain Anthony, est-ce qu'en ce jour, nous pouvons dire quand même que les relations entre la RDC et d'autres pays de l'extérieur, comme peut-être les États-Unis et d'autres là, sont quand même bonnes depuis 2001 jusqu'à nos jours? Je pense que les relations que nous avons avec des amis traditionnels que vous avez cités, comme les États-Unis et d'autres pays, notamment nos frères voisins, nos partenaires traditionnels, sont des rapports normaux. Normaux parce que dans ce rapport de partenariat, chacun avait à cœur de sauvegarder ses intérêts en fonction des intérêts de l'autre. Évidemment, c'est un exercice difficile, d'un équilibre précaire, mais à chaque fois, nous avons réussi à sauver nos intérêts, que ce soit les intérêts économiques, que ce soit les intérêts militaires, que ce soit les intérêts sociaux. Rappelez-vous que le Congo a gagné le procès de quelques milliards de dollars au détriment de l'Ouganda, n'est-ce pas, près du tribunal international. Et ainsi, on peut encourager les réussites, n'est-ce pas, dans cette difficile relation internationale, parce que il n'est pas facile. Nous n'avons pas que comme alliés les États-Unis, et tous nos partenaires ne sont pas des alliés des États-Unis. N'est-ce pas? Tous les partenaires des États-Unis ne sont pas nos alliés. Et donc, vous voyez, dans cet environnement un peu particulier, eh bien, le président de la République, le peuple congolais a su tirer les marrons du feu, et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des relations adultes avec chacun de nos partenaires, que ce soit la Belgique, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et tant d'autres que je ne pourrais citer ici faute de temps. Eh bien, c'est ça le plus important. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le peuple a conscience, grandement conscience, que l'unité de notre pays, la présence internationale de notre pays dépend de notre capacité à promouvoir notre pays et à le
Alors, M. Aletou, vous l'avez bien expliqué, en 2001, le président de la République a trouvé quand même le pays déchiqueté. Il a cherché à unifier le pays et même à appeler les gens qui étaient à la rébellion comme Jean-Pierre Bemba et les autres pour qu'ensemble ils travaillent pour les élections en 2006 qu'il a eu à emporter, 2011 de même aussi. Mais il y a une question que tout le monde se pose. Pourquoi il cherche toujours à appeler tous ces gens-là qui, des fois, passent à la télé pour dire des histoires trop mauvaises à son égard? Pourquoi ces grands cœurs-là? Mais c'est pour honorer l'engagement qu'il avait pris solennellement devant le peuple congolais dans son premier discours. C'est de travailler résolument, assidûment pour l'unité de notre peuple et la cohésion nationale. Parce que ce sont des conditions sine qua non pour permettre à notre pays de nous développer, pour permettre à notre peuple de s'épanouir. Voilà pourquoi il n'a de cesse de rechercher la cohésion. Bien sûr, c'est une tâche difficile et comme vous l'avez fait remarquer, beaucoup ont tenté de l'humilier. Le président de la République, dans un esprit d'ouverture et d'un sacrifice, n'est-ce pas, a su manœuvrer, n'est-ce pas, quelquefois au risque de son honneur, de sa dignité. Beaucoup ne comprennent pas toujours pourquoi il fait ceci. Celui-là l'a injurié, mais pourquoi il fait, celui-là a combattu le pays, pourquoi il ne fait pas ça? Cela est vrai du côté de l'opposition, aussi vrai du côté de l'opposition que de la majorité. Mais le président de la République a pris un engagement exigeant, et bien durant ces 16 ans, il a mis un point d'honneur à réussir et à honorer cet engagement. Alors, il y a eu un premier dialogue dont l'accord a été signé le 18 octobre au niveau du sud de l'EIA. Et aujourd'hui, ce dialogue dit à un gouvernement qui est déjà dans le mais juste après quelques mois, on dit qu'il y a un autre dialogue qui s'annonce, le dialogue au niveau de cité de la SENCO. Est-ce pas une faiblesse de la majorité? Puisque les gens des rassemblements faisaient peur à la majorité, voilà pourquoi on s'est dit non, ceux-là ne sont pas forts, nous devons faire recours à ceux qui sont plus forts, comme si on dit le rassemblement, ou expliquez-nous un peu, c'était comment? Non, d'abord, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a qu'un seul dialogue convoqué par l'ordonnance du chef de l'État, soit depuis 2015. Mais ce dialogue a connu 2 rounds, n'est-ce pas, 2 et demi, 3. Le premier round, c'est le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Eh bien, ce dialogue se devait d'être inclusif. Malheureusement, une partie de la classe politique, notamment de l'opposition, ce que le Rassemblement et leurs alliés, le fond, le respect de la Constitution, le respect de la Constitution, n'avaient pas jugé nécessaire de rejoindre la dynamique nationale pour la recherche d'un processus électoral consensuel et une gestion également consensuelle de la République pour améliorer la situation du peuple, de nos populations, pendant que nous étions occupés à préparer et à organiser les élections. Alors, la deuxième phase, c'est que c'est des échanges directs au centre interdiocésain, le président de la République qui avait donné une mission de bons offices aux évêques, et les évêques essaient de s'exécuter tant que faire se peut. Je dis tant que faire se peut parce que ce dialogue, à ce niveau, n'est pas non plus inclusif. Et voilà pourquoi le chef de l'État, la majorité présidentielle, encourage les évêques à poursuivre dans une grande patience évangélique l'aboutissement de cette mission, l'aboutissement heureux de cette mission confiée par le président de la République. Il ne s'agit pas d'une faiblesse de qui que ce soit, il s'agit d'une volonté commune, unanimement
affirmé de se mettre autour d'une table pour gérer la problématique du processus électoral et la problématique de l'amélioration de la situation sociale de la population pendant cette période. Mais est-ce que ce dialogue ne donne pas quand même une porte d'ouverture à l'AMP de s'éterniser au pouvoir? Parce qu'il y a certaines qui pensent que si le président de la République devait rester là-bas, peut-être qu'il y aura modification de la Constitution, qu'il y aura des histoires. Et aujourd'hui, est-ce que ce dialogue ne donne pas les béquilles au président de la République de continuer toujours à s'éterniser au pouvoir? Devrais-je rappeler que l'ordonnance convoquant le dialogue n'avait pas pour objet de traiter du sort du président Kabila, du sort de la majorité, du sort du président Tshisekedi, du sort de l'opposition. Nous avions un objectif ou un sujet majeur, c'est le processus électoral. Et comme mesure d'encadrement phare, c'est la gestion consensuelle du gouvernement pour veiller à ce que toutes les décisions prises concernant ce processus puissent aboutir à bonne fin et à la satisfaction de la population. Alors, parlons un peu du dialogue de la SENCO. Aujourd'hui, tout est presque bloqué, puisqu'on ne sait pas avancer. Tantôt, il y a eu il y a eu quand même la signature sous réserve de la majorité, et juste après, il y a eu des arrangements particuliers. Où en sommes-nous jusqu'à nos jours? Le dialogue n'est pas bloqué. On s'en fout. Vous rappelez-vous que le groupe des ministres le roi José Makila et tout ça, qui les a quittés, ou tout au moins suspendus leurs travaux, et sont revenus. Les réserves, la réserve de la majorité présidentielle est une réserve conditionnelle. Elle n'est pas suspensive. Mais nous continuons à travailler. Elle est conditionnelle, c'est-à-dire que nous allons soutenir ce dialogue jusqu'à ce que l'inclusivité soit globale. Si en cours de route, il s'avère par exemple qu'un groupe vous réussit à bloquer pour que l'inclusivité ne soit pas globale, eh bien, en ce moment-là, nous dirons, nous ne pouvons pas marcher dans cette logique. Voilà pourquoi la réserve est suspensive, n'est pas suspensive, elle est conditionnelle plutôt que suspensive. Et il y a certaines voix qui disaient peut-être la majorité s'est cachée derrière les MLC et le Front du respect de la Constitution pour que ces derniers ne signent pas cet accord et qu'on puisse dire, bon, on avait quand même signé sous réserve. Aujourd'hui, il y a le MLC et ses alliés qui ne vont pas signer. Nous pouvons laisser tomber cette histoire-là pour aller au référendum, annoncer déjà, puisque la cologie, il y a eu déjà récolte de voix, certains selon nos sources. Et aujourd'hui, l'MLC a signé. Est-ce qu'il y a encore ces problèmes-là d'inclusivité? Mais bien sûr, parce que les trois ministres que j'ai cités n'ont pas encore signé. Le groupe parlementaire représenté par le Premier ministre Badi Banga n'a pas signé, donc le problème d'inclusivité est entier. Mais le dialogue se déroule entre des responsables politiques conscients de la situation et de leur responsabilité devant le peuple niçois. Et donc, la majorité ne travaille pas pour l'opposition ne travaille pas pour la majorité. Nous travaillons tous pour le peuple congolais. Et en prenant l'engagement de respecter la Constitution dans toute son intégralité, particulièrement les articles 5 et 218 qui sont le siège de la souveraineté du peuple congolais, eh bien, toutes les parties prenantes avaient pris l'engagement de ne pas se substituer au peuple congolais. C'est-à-dire cet article-là, comme l'article 5, c'est là aussi ça pose problème. Ça ne pose pas de problème. Nous, les partis signataires, nous avons pris l'engagement qu'aucune partie ne prendrait l'initiative du référendum ou de la révision constitutionnelle. Ça, c'est entendu. Mais nous sommes un regroupement privé qui peut avoir une force contraignante parce qu'elle répond à la procédure
et aux dispositions de la Constitution. Donc aujourd'hui, si le peuple congolais, la masse critique c'est 100 000, si 100 000 signatures du peuple congolais, de nos populations, décident de se saisir d'un sujet donné, il ne s'agit pas toujours de la présence du chef de l'État, de la présence d'une personnalité au sommet de l'État, non. Il y a des problèmes qui touchent à la situation de nos populations, de n'importe quelle nature. Eh bien, personne n'a le droit de leur ravir ce droit-là. C'est fondamental. Et voilà le sens de l'engagement. Ce n'est pas, comme j'entends parfois certains exploiter sous forme de malentendu ces dispositions. Les parties prenantes s'engagent. Les parties prenantes ne s'engagent pas au nom du peuple congolais. Les parties prenantes s'engagent en tant que privé. Donc aujourd'hui, on peut se dire, même si cet accord est signé, on peut avoir ce gouvernement-là de l'Union nationale, de consensus. C'est une où on aura peut-être des gens de rassemblement, mais il peut toujours avoir organisation du référendum au cas où le peuple réclamait. L'organisation du référendum. C'est ce qui fait perdre même à d'autres personnes. C'est un droit dont personne ne doit avoir peur parce qu'il n'a pas été inventé et inscrit dans la Constitution à l'occasion du dialogue de la Cité de l'Union africaine ou des échanges directs de la CECO. C'est un droit qui existe avec la Constitution parce que c'est le fondement du pouvoir originel et souverain du peuple. Et donc, si un groupe dit ravir ce pouvoir du peuple, donc il a fait un coup d'État. L'État conservateur, on va dire. Et donc, ça ne doit faire peur à personne. On ne peut pas avoir peur de consulter le peuple qui doit nous juger si nous sommes dans le bon sens, dans le mauvais, si le peuple voudrait attirer notre attention sur un sujet. C'est tout à fait normal. Je crois que ça, c'est plus une appréhension inutile. En réalité, le danger n'existe pas. Il y a un danger qui existe puisqu'il y a certains qui disent qu'il a fallu qu'on organise les élections avant le 19 décembre 2016. Il n'y a pas eu organisation de ces élections-là. Le président de la République est toujours là, soutenu par l'article 50 de la Constitution, si je m'abuse. Et puis aujourd'hui, si peut-être il y aura référendum, donc c'est pour que le président de la République reste en fonction. Or, il y a certains qui disent que le président de la République, il faut qu'il y ait alternance. Et il y a un autre fait. Le président peut nommer, mais le président ne peut pas révoquer. Aujourd'hui, M. Sami Badibanga, son excellent Sami Badibanga, est contre tout ce qui se passe au niveau de ces deux l'OIA. Mais dites-nous, si Badibanga refusait de signer cet accord de la CENCO, quelle serait la suite du dialogue? D'abord, je ne pense pas que le Premier ministre Badibanga soit contre tout ce qui se passe à Cité au centre diocésain. Et pourquoi il a reçu des évêques de la CENCO. Et les membres de son gouvernement que j'ai cités ont rejoint la table des négociations. Donc le Premier ministre ne peut pas être contre l'évolution, j'allais dire, normale de la vie politique. Ça, c'est des rats. De deux, sa situation est couverte par les dispositions constitutionnelles pertinentes. Et donc, les conditions de son départ, les conditions de sa nomination, les conditions de son départ répondent à des dispositions constitutionnelles. Et donc, il nous appartient de rencontrer toutes ces dispositions pour que la volonté que nous voulons puisse s'exprimer de façon adéquate. Donc, peut-être qu'il peut démissionner, il peut déposer sa démission, mais s'il ne le fait pas, nous serons obligés de demander à l'Assemblée nationale d'intervenir. Pour le faire sortir. Ce n'est pas l'Assemblée. L'autorité compétente pour interpréter la loi, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Si vous vous adressez à l'Assemblée nationale, alors ce sera pour demander un référendum.
est-ce que M. Samuel Badibandi peut rester, etc. Et que direz-vous de la réaction de M. Willy Michel, qui voit quand même la Cour constitutionnelle pour question d'annuler le dialogue de cité intérieure de 16 ans? D'abord, c'est son droit. Et en droit, ça s'appelle une prétention. Une prétention ne lie pas les juges. Une prétention exprime la volonté du pétitionnaire et le juge décide en âme et conscience d'après les dispositions de la loi et de la Constitution. Alors, vous avez fixé, vous quand même participant, partie prenante du dialogue de cité de l'interdiocésain, le mois de décembre 2017, c'est encore prévu qu'il y ait organisation des élections. C'est ce qui est signé dans le document, d'accord. Êtes-vous sûr qu'en 2017, nous aurons les élections? Vous n'avez pas évoqué complètement les dispositions de l'accord. C'est la possibilité qui est donnée au gouvernement et à l'autorité électorale compétente d'évaluer régulièrement l'évolution du processus et de veiller à ce que ce délai soit respecté. Et donc, nous ne courons pas derrière. Je crois que c'est une erreur politique d'avoir une date butoir. Parce que cette date ne résout pas le problème en soi. Ce sont les hommes qui résolvent le problème. Et donc, il faut avoir un autre engagement, un engagement de la classe politique, je veux dire, et à notre volonté d'aller de l'avant. Il est évident que si nous avons les moyens de raccourcir ce délai, on le fera. Mais nous sommes un État de droit, l'organisation des élections, les modalités pratiques, c'est du ressort de la CENI qui est appelée à agir en bonne intelligence avec le gouvernement de la République. Et au cas où il n'y avait pas cette organisation-là des élections, la CENI disait je suis incapable d'organiser les élections en décembre 2017, est-ce qu'il y aura encore un deuxième dialogue, si on peut le dire, ou encore un autre dialogue, question de dire encore non, comme on n'a pas organisé les élections, venez encore, nous allons avec ceux qui seront peut-être dehors. Mais c'est le rôle du gouvernement de l'Union nationale d'évaluer avec la CENI au fur et à mesure de l'évolution des choses pour savoir et déterminer si les délais fixés sera respectés. Mais je pense que nous devons faire montre d'engagement et quand même d'un peu d'esprit d'ouverture d'esprit d'ouverture et d'optimisme pour espérer qu'avec l'appui de tous, nous pouvons arriver à cette date sans trop de peine. Et en toute hypothèse, si nous n'y arriverons pas, eh bien, le pays doit continuer à œuvrer pour réduire le plus possible le délai de dépassement éventuel. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure, nous sommes dans le cadre des dispositions de l'accord en relation avec les contraintes techniques telles qu'exposées par le CENI. Eh bien, la tâche des hommes politiques est terminée. Maintenant, il faut laisser à la CENI jouer son rôle adéquatement et complètement, sans pression inconsidérée sur les experts de la CENI. Alors, nous parlons un peu du président de l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi, qui est en déplacement, bien sûr. Est-ce que pas un blocage pour le bon déroulement du dialogue? Puisque un acteur politique se déplace, ce n'est pas un blocage. La vie de la nation ne dépend pas, excusez-moi, de la vie d'un acteur politique. Quand le président de la République, qui est le garant de la nation, se déplace, eh bien, la République continue à fonctionner. A fortiori, lorsque un privé se déplace, eh bien, les institutions de la République ne sont pas dérangées et le pays marche et va marcher normalement. Alors, nous sommes presque à la fin. Peut-être qu'il y a eu une question que nous ne avions pas posée.
Mais un mot quand même à tous les peuples congolais qui ont que de suivre cette émission, parce que cette émission va passer même sur Internet. Et un mot quand même pour rassurer encore ces peuples-là qui se posent mille et une questions. Est-ce que SOS? Le devoir de se poser des questions sur les acteurs politiques, aussi bien ceux qui ont reçu son mandat que ceux qui ne l'ont pas reçu. Il est dans son droit de savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais dans les circonstances actuelles, je crois que c'est à nous, la classe politique, d'éviter d'inoculer des fausses idées auprès de la population pour créer une atmosphère de crise ou préliminaire à la crise, alors qu'il n'en a rien. Par exemple, alors qu'on discutait jusqu'ici de la composition du comité national de suivi, certains hommes politiques se répandaient déjà en confidence sur le nom du Premier ministre, sur la composition, etc. Aujourd'hui, nous avons terminé la composition de la CENI et du comité de suivi. Sur le plan du gouvernement, le seul accord, je crois, c'est la taille, 46, moins de 50 à tout. Et le reste, nous devons continuer à commencer à discuter concrètement des modalités pratiques de la formation, de la désignation d'un Premier ministre, de la formation du gouvernement. Tout ceci en tenant compte des exigences de la Constitution qui fait du chef de l'État le garant de la nation. Et donc, ceci signifie que sa voix est prépondérante et la pratique politique vient en secours au président de la République en cas de tergiversation ou de doute de la part des acteurs politiques. Pour clôturer, peut-être une dernière question de curiosité. Est-ce que là, le rassemblement est obligé de proposer 5 noms, comme la majorité demande, 5 ou plus, ou peut-être ils peuvent faire un choix, le choix d'un seul nom et dire directement et demander au président de la République de nommer celui-là? Procédons logiquement. Le rassemblement propose un nom. Le président de la République a le droit de récuser. Il le récuse, il est dans son droit. Non, je ne veux pas de solution. Le rassemblement revient, est incapable de trouver un autre nom. Repose le même personnage, le président de la République refuse. Alors qui veut bloquer? C'est celui qui s'est focalisé sur une personne, ou bien celui qui voudrait remplir toutes les conditions de compatibilité nécessaires afin de travailler résolument et sans crainte avec le Premier ministre consensuel qu'il aurait choisi. Je crois que c'est un faux débat, c'est une mauvaise querelle même. Bien, le rassemblement ne perdra rien en présentant au président de la République un panel hiérarchisé. Au numéro 1, c'est Sidoé, numéro 2, c'est Info Congo, numéro 3, je ne sais pas moi, c'est Télé 50, numéro 4, RTLC, numéro 5, CCTV, rien. Parce que le président de la République, c'est un acte de responsabilité. En tant que garant de la nation, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la gestion du pays ne connaisse pas des dommages par négligence coupable. Et je pense que si vraiment le rassemblement est aussi engagé qu'il le déclare à sortir notre démocratie, n'est-ce pas, de son état actuel, eh bien, ceci ne devrait pas, le fait de présenter plusieurs candidats au chef de l'État ne devrait pas constituer un casus belli. Merci beaucoup, M. le Président. Et un grand merci à vous tous qui avez suivi cette émission 30 minutes de vérité avec son Excellence, M. Alain Atundu. Avec lui, nous avons parlé sur le bilan politique, bien sûr, du chef de l'État. Un bilan qui est largement positif, il n'y a même pas de discuter sur ça. Et concernant les élections,
c'est déjà rassuré, il y aura élection. Et au cas où il y avait un autre problème, bien sûr, le gouvernement et le président de la République, avec son grand cœur, aura toujours à recourir à nos acteurs politiques pour permettre que le peuple congolais vive en paix. Cette émission, vous pouvez bien sûr le suivre sur Internet en proposant tout simplement 30 minutes de vérité et vous allez suivre toutes nos émissions en intégralité. Un grand merci à vous tous. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur votre chaîne.